Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble pour commenter l'actualité avec Régis de Castelnau qui a déjà commencé à parler. Bonjour. Vous êtes là en studio avec nous, c'est bien. Vous avez quitté votre Provence. Oh oui. Avocat, votre blog Vue du droit, vous avez publié une justice politique aux éditions L'Artilleur et vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire. Anne-Laure Blin, bonjour, députée LR du Maine-et-Loire. Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale et vous êtes également fondateur de l'association Ensemble contre la peine de mort. Et Janie Leroy, bonjour, vous êtes auteur et chroniqueur sur Boulevard Voltaire. Vous écrivez des papiers très, très drôles et très pertinents, je dois le dire. On va parler évidemment des sujets qui font l'actualité, pouvoir d'achat, les classes moyennes, les grandes oubliées, carburant, taxes foncières, peu d'aide pour cette classe moyenne qui tend d'ailleurs même à disparaître. Un pass sanitaire jusqu'à l'été. Point d'interrogation. L'élection de Miss France est-elle sexiste ? Voilà, il y a une association féministe qui porte plainte, qui estime que c'est du travail dissimulé et discriminant. Et puis Philippe Chevalier, du Haut Chevalier Las Palais, qui hier, vous l'avez peut-être entendu. Non, c'est Philippe Chevalier. Moi, je le confonds toujours. Qui hier était interviewé, vous allez entendre l'extrait, et qui a affirmé qu'il votait Marine Le Pen. Et voilà, on en parle ce matin. Il aurait dit qu'il votait Jean-Luc Mélenchon ou Sandrine Rousseau. On n'en aurait peut-être pas autant parlé. Mais voilà. Coup de cœur, coup de gueule avec vous. Régis, un coup de gueule ? Ah bah c'est moi qui commence. Bah oui. Donc c'est très bien, moi je m'apprête à m'endormir. Non, je plaisante. C'est pour ça, je vous tiens réveillé parce que j'ai peur que vous nous quittiez. C'est la déclaration de l'ambassadeur d'Algérie dans un contexte qui est quand même un petit peu délicat. Il y a toute la polémique autour des événements du 17 octobre 1961, qui sont des éléments historiques qu'il faudrait regarder avec l'œil des historiens. Et non, ça a été un sujet très très politique, mais l'ambassadeur d'Algérie en a profité. Mon coup de gueule, c'est moins contre ses déclarations à lui que la réaction du gouvernement français. Il a dit que la communauté algérienne, qui était la plus nombreuse étrangère en France, qui comprend beaucoup de franco-algériens, que cette communauté devait peser sur le fonctionnement, sur la politique du gouvernement français. C'est absolument hallucinant. C'est-à-dire qu'on a un monsieur, alors il paraît qu'Erdogan fait pareil en Allemagne, on a un monsieur qui vient nous dire, voilà, chez vous, ils sont français, ils votent, etc. Mais ils doivent se déterminer en fonction des intérêts de l'État algérien. Que ce monsieur ne se soit pas retrouvé le lendemain à Alger comme persona non grata, qu'il n'ait pas été fichu dehors, moi je trouve ça assez ahurissant. Le débat sur ce qu'a été la colonisation, ce qui s'est passé le 17 octobre, je conçois que ce soit justifié, la décolonisation que la France a assez mal faite dans l'ensemble de son empire. Ok, ça sont des débats historiques, mais qu'il y ait une telle ingérence dans la politique française en s'appuyant sur une communauté pour lui demander d'être déloyal avec le pays auquel ils appartiennent, je trouve ça invraisemblable. Et que il n'y a pas de réaction de la France. Comment se fait-il qu'il ne soit pas déjà parti ? Mais il n'y a pas de réaction parce qu'Emmanuel Macron a le viseur centré sur son électorat franco-algérien. Et la réalité, c'est qu'il agit énormément en fonction de cette considération depuis qu'il était candidat à l'élection présidentielle. Rappelez-vous, lorsqu'il a dit, il était encore candidat à la télévision algérienne, la colonisation était un crime contre l'humanité, il a insisté là-dessus. Donc effectivement, ça ne m'étonne pas que l'Élysée, et je pense que l'Élysée risque fort de ne pas réagir. Après, c'est très grave, et je salue ce coup de gueule, parce que effectivement, c'est extrêmement grave. C'est une véritable ingérence dans la vie politique intérieure, et j'ai envie de dire, ça ne fait que commencer. Parce qu'en mars prochain, on va commémorer les 60 ans des accords d'Évian. Vous allez voir le bal des contritions et des mea culpa et des repentances que va nous asséner le président de la République en disant, je vois déjà commémorer les accords d'Évian en disant nous avons été les grands méchants qui avons oppressé les Algériens. On n'en a pas fini. On n'en a pas fini. Rapprochez-vous du micro. Il n'y a rien de bien nouveau parce qu'à chaque manifestation, chaque match de football, on voit les drapeaux algériens qui sortent. Et c'est ça. Partout. C'est donc, ça. Exactement, parce que l'Algérie veuille avoir des intérêts et faire que les Algériens en France agissent pour l'Algérie. Bon, admettons, pourquoi pas. Mais c'est pourquoi la France aujourd'hui accepte que
que les Algériens jouent un rôle dans notre pays. Et c'est là, justement, quelque part, la faiblesse de notre pays, c'est de ne pas reconnaître le rôle fondamental de notre nation, de son histoire, de sa construction, et d'en être fier. Et c'est tout l'enjeu, d'ailleurs, et de la polémique, de l'attitude d'Emmanuel Macron, à s'excuser tout le temps de l'attitude que la France aurait eue par rapport à d'autres. On diminue la parole de la France, et c'est là le gros enjeu, et c'est aussi un enjeu de la présidentielle, je pense, redonner le vrai pouvoir, la vraie force, la vraie voix de la France. Il ne faut pas oublier qu'Emmanuel Macron a dit, il y a quelque temps, l'Algérie n'existait pas avant que la France ne vienne, c'était une province ottomane, etc. Il passe son temps à faire du en même temps, et malheureusement, ce qui est monté en épingle, moi, je pense que les gens d'origine algérienne en France, qui sont français, ça ne doit pas trop leur convenir. Je ne parle pas de la jeunesse, il y a une partie de la jeunesse qui est effectivement... C'est à eux qui s'adressent tout à fait, parce que je pense qu'il y a énormément d'Algériens en France qui ne sont pas sur cette ligne-là. Ils y vont en vacances, au bled, comme ils disent, ce que je trouve légitime et normal. Moi, je suis né en Afrique du Nord aussi. Où ils sont français, ils doivent défendre la France. Tout à fait, mais ils le font pour un certain nombre, mais vraiment, c'est de l'inconséquence extraordinaire. Mais est-ce que c'est pas contre-productif, Eugénie, peut-être, sur le fait que électoralement, ça va pas forcément lui rapporter? Non. Non, mais on ne s'explique toujours pas pourquoi il y a tout ce déploiement de drapeaux. Quelle est la signification de drapeau algérien, drapeau tunisien, dès qu'il y a un événement? Il y a des drapeaux portugais aussi. C'est quoi le sens? Il y a des drapeaux portugais aussi, quand il y a des matchs de foot, etc. C'est pas pareil, c'est pas la même chose. On est vraiment dans l'émanation de communautés en France. Et c'est ça ce qui illustre ces drapeaux à l'occasion des matchs de foot, mais aussi à l'occasion de mariages. On a eu le débat dans l'hémicycle au moment de la loi sur le séparatisme. On a ces communautés qui prennent un poids de plus en plus important en France, et la France qui, à côté de ça, est complètement perdue, ne sait plus quels sont les repères, ses repères fondamentaux, et ne sait plus transmettre à ces générations la fierté d'être français. Quand vous parlez des drapeaux algériens, moi je me souviens toujours du livre d'un des fondateurs du groupe Zebda. Excusez-moi, j'ai un trou de mémoire pour le chanteur principal du groupe Zebda, qui a écrit un livre dans lequel il prête à sa maman les paroles suivantes. Sa maman lui dit, étant jeune, « Sois français, mais ne le deviens pas ». C'est-à-dire, sois français pour les papiers, mais ne le deviens pas. J'ai trouvé cette phrase d'une violence terrible, parce que c'est cela, malheureusement, le destin de nos binationaux. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont été élevés dans l'idée que la France est une terre sur laquelle ils vont grandir, par nécessité, mais qu'ils ne doivent pas pleinement épouser les valeurs de la République. Donc effectivement, ils brandissent le drapeau algérien, parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils se sentent plus algériens quelque part que français. Et ce qui est dramatique, parce que j'aimerais terminer sur les propos de l'ambassadeur d'Algérie, c'est qu'il y a 2 ans, lorsqu'il y a eu dans les rues d'Algérie le fameux mouvement, le Irak, où vous aviez des centaines de milliers de jeunes Algériens qui, tous les vendredis, au lieu d'aller à la mosquée, manifestaient dans les rues d'Algérie pour dire on ne veut pas de ce régime autoritaire, on ne veut pas de cet État militaire, on veut d'un avenir démocratique. Et là, je me rappelle les jeunes Algériens qui disaient « Que dit la France pour nous soutenir ? Que fait Emmanuel Macron pour nous soutenir ?» Là, il aurait dû prendre la parole. Là, il aurait dû être du côté du peuple algérien, et il a été silencieux. Et je peux vous dire que ce silence a fait beaucoup de mal à la France, parce que la jeunesse algérienne, elle veut pas de l'État algérien d'aujourd'hui. Allez, on va marquer une pause, on se retrouve dans un instant, on va continuer à débattre et à commenter l'actualité. À tout de suite. Les débats, l'actualité commentée aujourd'hui par Anne-Laure Blin, députée LR du Maine-et-Loire, Régis de Castelnau, avocat. Votre dernier livre, Une justice politique, est paru aux éditions L'Artilleur. Vous avez vu qu'Emmanuel Macron veut faire un Big Bang pour la justice, réformer la justice. Je pense que
tout ça n'ira pas très loin, mais il y a effectivement un problème entre lui et la justice aujourd'hui. Après qu'elle l'ait soutenu, elle ne le soutient plus, semble-t-il. Membre également de la rédaction de Front Populaire. Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale et fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Et Jeannie Leroy, chroniqueur à Boulevard Voltaire. L'élection de Miss France est-elle sexiste? Aurons-nous un pass sanitaire jusqu'à l'été? Philippe Chevalier, hier, a déclaré qu'il allait voter, qu'il allait voter pour Marine Le Pen. Réaction un peu partout dans les médias. Et ici aussi, est-ce qu'on a le droit de dire qu'on est de droite et qu'on vote pour Marine Le Pen? Peut-être que ce sont deux choses différentes d'ailleurs. Et puis le pouvoir d'achat, les classes moyennes, les grandes oubliées. On en parle avec vous. On continue notre tour de table de ce qui a retenu votre attention. Jeannie Leroy, vous, c'est un coup de cœur. J'ai un coup de cœur pour le demi-tour magnifique d'Emmanuel Vargon sur la maison individuelle. Ah oui. Un rayon de braquage extraordinaire. Oui. Une maniabilité. Approchez-vous. Celui de la triomphe de son mari. Et voilà, c'est parce que dans un premier temps, elle était venue d'abord, on a l'impression qu'elle se tirait une balle dans le pied parce qu'elle disait qu'il lui fallait absolument plus de mixité sociale, alors qu'on sait très bien qu'elle habite dans une ville où il n'y en a strictement aucune. Le mixeur est en panne. Ouais. Ça mort. On se dit, qu'est-ce qui se passe pour... Elle se tire une balle dans le pied, qu'est-ce qui se passe? Je lis l'article, je vois sa photo, je dis peut-être elle est en procès avec son coiffeur. Et alors, après, elle revient. Et là, cette fois-ci, elle dénonce la maison individuelle avec jardin. Or, elle habite une maison individuelle avec jardin. Et là, je pense qu'elle s'est fait remonter les bretelles sérieusement, parce qu'évidemment, un candidat qui part avec dans ses bagages quelqu'un qui veut en finir avec la maison individuelle d'ici, je sais pas, 20-30 ans, il va faire un score à peu près proche de Poutou. Ouais. Donc, alors, comment elle l'a justifié? Moi, j'ai pas vu son demi-tour. Elle a dit, c'est pas vraiment ce que j'ai voulu dire. Et en fait, sa maison, telle qu'elle est, c'est la formule qui est bonne. C'est-à-dire que la maison individuelle, c'est pas bien, mais là où elle habite, c'est bien. Voilà. Parce que c'est vrai. En fait, ce qu'elle ne veut pas, c'est le modèle du pavillon de lotissement. Les lotissements. Voilà. Le lotissement des années 70. Où en fait... pas Kaufmann et Broad, vous êtes dans un autre monde, vous êtes hors sol. Pourquoi c'est pas tout à fait ce qu'on fait. C'est le haut de la résidence. C'est la maison de maçon. Le modèle à l'ancien du pavillon avec jardin dont on peut faire le tour n'est plus soutenable et nous mène à une impasse. C'est ce qu'elle avait déclaré. Alors elle dit, je n'ai parlé que des pavillons en lotissement. La maison individuelle, c'est un rêve de français, je le comprends. Je vois pas la différence. Non, mais c'est la maison dont on peut faire le tour, c'est ça? Voilà. Et la sienne, donc elle n'en fait pas le tour. Oui, voilà, elle n'en a pas fait le tour. Elle est pour l'urbanisation et de la densification. Non, mais trêve de plaisanterie, au-delà de cette... ce demi-tour. De ce demi-tour qui était en fait un aveu. C'est un aveu. Oui, parce que très étrangement, finalement pas étrangement, parce que ça correspond à Emmanuel Macron qui est complètement hors sol depuis le début, c'est qu'en fait la politique du logement de Macron a été catastrophique depuis 5 ans. En fait, il n'y en a pas eu. Tous les acteurs de l'immobilier le disent, que ce soit du logement social jusqu'aux promoteurs, les plus méchants promoteurs qu'on puisse imaginer. Et la réalité, c'est que, alors même qu'on sait que c'est un des piliers de toute économie, il y a l'investissement productif, mais il y a aussi l'immobilier qui est absolument capital. Quand le logement va, presque tout va. Eh ben, il n'y a pas eu de politique de logement. Et alors, pas tout à fait d'ailleurs. On comprend aujourd'hui pourquoi, puisque la ministre en charge du dossier veut donner honte au désir fort légitime de tous les Français d'être propriétaires. Mais parce que la réalité, c'est que c'est quand même le souhait de nos concitoyens. Dans le même temps que la ministre du Logement nous parle des résidences et des pavillons, vous avez quand même une ministre de l'écologie qui défend la non-artificialisation des sols. Donc, en fait, aujourd'hui, les communes se retrouvent dans des vraies difficultés parce qu'ils ne peuvent plus construire parce qu'on leur interdit d'utiliser leur sol dans les communes. Sauf que la population est de plus en plus importante. Eux ne peuvent plus construire. Par ailleurs, ils n'ont plus, et ça, on pourra discuter de tout ça, ils n'ont plus de moyens. Donc, on contraint les communes. Donc, il y a une politique qui n'existe pas du tout. Donc, il y a finalement des notions sur ce sujet, mais complètement contradictoires. Et le prétexte de tout ça, c'était le réchauffement climatique. Je crois que c'était son argument. C'est toujours sous couvert de réchauffement climatique. C'est la preuve qu'il ne travaille pas. Enfin, voyons, Madame Vargon,
question, je trouve assez ils vont pas sur le terrain surtout. Et attendez, la question de l'étalement urbain est une vraie question. C'est une vraie question. La question de ces lotissements, on voit ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est une vraie question. Donc sur l'utilisation des sols, il y a l'artificialisation qui a des conséquences immédiates en matière de catastrophes, etc. Et il y a également l'utilisation rationnelle de l'espace. Mais ce sont des questions qu'on n'aborde pas de cette façon-là. Comme Madame Runacher qui vient dire la chaîne de production, c'est magique. Enfin, dans une usine, c'est ça. Mais là, en fait, ce qu'elle dit est pas faux, Emmanuelle Wargon, quand elle dit les lotissements ont 3 conséquences: la désertification des centres-villes qui n'ont plus de services, plus de coiffeurs, plus d'épiceries, ça que les gens vont dans les grandes surfaces, et une perte du lien social dans ces lotissements. Et puis on a perdu les terres agricoles. La désertification des centres-villes, c'est pas du tout la raison pour laquelle, les résidences sont pas la cause de la désertification des centres-villes. Aujourd'hui, et c'est une politique d'ensemble qu'il faut mener. Aujourd'hui, rien n'est fait pour soutenir nos commerçants et nos artisans. On les pousse justement à quitter les centres-bourgs parce que les charges sont trop importantes. Donc c'est ça ce que dit Lucia. Elle dit on peut avoir une maison de maçon dans un lotissement car c'est plus abordable pour les réseaux. Pour les réseaux, comme toujours, LREM dit des conneries. Et après demi-tour parce que nous n'avons rien compris. On fait rien pour les classes moyennes. Donc forcément, on les pousse à aller au plus simple et au plus efficace et au moins cher. Mais à l'époque de François Hollande, ça s'appelait des couacs, tout ça. On a perdu ce mot. Vous vous souvenez, à chaque fois, on a un nouveau couac et pourtant il y en a. Parce qu'on est dans l'entre-deux. En même temps, on peut tout dire en même temps. C'était mieux avant, voilà. Michel, un coup de cœur? Non, c'est pas vraiment un coup de cœur. Ça concerne la Guyane et la Martinique également. En Guyane, les anti-vax, je dis bien les anti-vax, sont extrêmement organisés, puissants et efficaces dans leurs actions contre la vaccination, mais bien au-delà. Ils ont réussi le tour de force à bloquer tous les centres d'essence. Donc il y a en fait une pénurie d'essence actuellement en Guyane depuis 24 heures parce que les anti-vax bloquent tous les circuits de distribution vers les stations d'essence. Et en fait, moi je voulais dire aussi qu'en Martinique actuellement, il y a tous les jours des violences contre les personnes qui vont se faire vacciner. Aux abords des hôpitaux, vous avez des rassemblements d'anti-vax extrêmement organisés et qui mêlent dans le même discours la critique de la vaccination, la critique de la France et la critique de la métropole. Et ils sont extrêmement organisés. Alors évidemment, on en parle très peu, sauf quand vraiment ça flambe énormément. Mais je voudrais juste alerter sur le fait qu'il y a actuellement un travail de minage de la société martiniquaise et de la société guyanaise. J'ai moins d'informations sur la Guadeloupe, donc là je ne me prononcerai pas, mais qui est vraiment impressionnant. Et je voulais juste dénoncer ce comportement qui, à mon avis, est fort préjudiciable pour nos amis antillais et guyanais. Oui, commentaires Non. J'ai vu les déclarations de Christiane Taubira, je pense qu'elle porte aussi une responsabilité dans cette situation. Hein. Mais elle ne s'est pas prononcée, alors il faut se prononcer. Non, voilà. Oui, ce qui était une forme de prononcement. Voilà. Petite info, effectivement, les anti-Guyane, il y a quelque chose de culturel aussi, qui moi, je reconnais qui m'échappe. La Réunion, qui est aussi une île coloniale et avec une forte communauté créole, etc., ça se passe pas du tout de cette façon-là. Ça se passe mieux, ils sont en train d'en sortir. Ils organisent d'ailleurs le fameux Grand Raid, la Diagonale des Fous. Enfin, je veux dire, on mène de nouveau une vie normale. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je sais pas quoi c'est. Peut-être juste un mot pour dire aussi qu'en arrière-fond, il y a le 12 décembre, même si la date est remise en question, le 3e référendum en Nouvelle-Calédonie sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, qui est un enjeu majeur pour la France et pour la métropole, parce que si jamais le vote devait être négatif, ça aurait des conséquences absolument dramatiques. Mais on parle d'un report, puisqu'il y a encore du Covid assez important en Nouvelle-Calédonie, et qu'on discute d'un possible report de ce référendum. Mais c'est vrai que, juste pour reprendre ce que vous disiez, dans la gestion de la crise, moi je me souviens parce que le président de la République nous a demandé de siéger exceptionnellement pour les mesures sanitaires en Guyane, en Outre-mer. C'est justement, je pense, dans la gestion de la crise, il y a un problème parce qu'on ne gère pas la France dans son ensemble, on la gère par morcellement. Donc on fait des dispositifs pour la métropole et puis ensuite on les réajuste pour l'Outre-mer.
Donc il y a un petit souci aussi, je pense, au niveau de la gestion de la crise par le gouvernement. Alors Anne-Laure, vous êtes la seule bienveillante aujourd'hui, vous avez un coup de cœur. Oui, moi j'ai un coup de cœur parce que vous savez, je pense qu'on devrait tous avoir à cœur de défendre la France des territoires. Et c'est vrai que c'est pas toujours ce que fait le gouvernement. Et moi, c'est en revanche mon action au quotidien. Et j'étais ce week-end, comme je le suis fréquemment bien sûr, mais à une belle fête, la foire aux pommes. Alors vous connaissez sans doute pas ce beau village de Maine-et-Loire qui est Moulierne, mais on avait une belle fête, la foire aux pommes. On mangeait des pommes, alors, exactement. On a mangé beaucoup de pommes. Pour le congrès des LR, mais vous roulez pour Chirac. Vous roulez pour Chirac. Oui, mais bon, ça fait chaud au cœur quand même. Il y a un message caché. Nos arboriculteurs sont très présents dans le territoire, et c'est vrai que du coup on a des fêtes autour de ces beaux produits. On a mangé des beignets aux pommes aussi, des tartes aux pommes. Effectivement, il y a eu des concours de la plus grande tarte aux pommes, notamment organisée par le comité des fêtes. Mais voilà, tout ça pour dire que moi j'étais donc dimanche à cette belle fête, et je veux vraiment tirer mon chapeau à l'ensemble des bénévoles, à l'ensemble des comités des fêtes de France, particulièrement bien sûr celui de Moulière, mais pour leur dire bravo, parce que aujourd'hui, avec tout ce qu'on leur impose comme normes, des normes Covid ou pas, mais renforcé aussi avec le Covid, franchement, chapeau bas à tous ces gens, à tous ces bénévoles qui se donnent pour organiser des manifestations sur nos territoires, dans nos communes rurales. Alors, ce mot de territoire, moi je le trouve insupportable. C'est le territoire, c'est notre territoire français. On disait les régions, on parlait de régions, des régions, des communes, notre patrimoine, notre pays. C'était même une notion administrative. Le côté, et Jean-Pierre Pernaut est d'accord avec moi, donc c'est pour ça que je me permets d'insister. Je trouve qu'il y a un côté euphémisme, neutre. Non, au contraire. Justement, on est fiers. En région, en province. Non, je vous le dis, on est très fiers, et c'est pour ça que j'en parle. Parce qu'on n'en parle jamais des belles choses qui se passent dans nos régions. Et donc moi, Gilles est d'accord avec moi. Un auditeur me dit ce mot est horripilant. Je suis d'accord aussi. La ruralité alors, voilà. Notre ruralité, notre campagne, nos beaux villages de France. Donc redites-nous le nom du village. Moulière en Maine-et-Loire. Je vous invite, parce que l'année prochaine, c'est la 50e. Donc on n'a pas que des pommes normandes alors. On a des pommes de Maine-et-Loire. Et l'année prochaine, je vais t'inviter à la 50e. Et ce sera une belle fête l'année prochaine. Et il y aura des beignets. 36 000 beignets qui ont été faits ce week-end. Autour du 1er novembre, c'est l'olive qui va être reine. Chaque région de France a ses spécificités. Chaque région, vous voyez, région, c'est le territoire. Et vous, non, il n'y a pas de... On n'est pas à l'horizon là. Bon, écoutez, on se retrouve dans un instant, des sujets à débattre. Est-ce qu'on a le droit de dire que l'on vote Marine Le Pen sans risque, sans être stigmatisé? C'est l'humoriste Philippe Chevalier du duo Chevalier-Las Palais qui a affirmé qu'il voterait pour Marine Le Pen. Évidemment, ça fait réagir. Pourquoi évidemment d'ailleurs? À tout de suite. Les débats avec vous sur Sud Radio et ce sujet qui s'impose dans l'actualité. Hier, l'humoriste Philippe Chevalier était l'invité de Jordan Deluxe. Écoutez ce qu'il répondait à la question sur son vote. Zemmour ou Marine Le Pen, vous mettez le bulletin où? Pour l'instant, je le mettrais chez Marine. D'accord. Parce que je trouve qu'il y a une base populaire. Et je dis pas ça par démagogie. Parce que je trouve qu'il y a des gens qui souffrent. Et Macron ou Marine Le Pen, ce serait aussi Marine Le Pen? Ah oui. D'accord, donc vous êtes d'extrême droite. Je suis pas d'extrême droite. Si, Marine Le Pen, c'est extrême droite. Non, mais c'est-à-dire que moi, j'ai peur du mondialisme. Moi, j'ai un peu mal pour mon pays. Vous savez, moi, ma femme est sénégalaise. Donc là-dessus, j'ai pas de leçon à recevoir. Voilà, donc cette phrase a fait réagir, a été commentée dans les médias. Un auditeur nous dit oui, s'il avait dit qu'il votait Jadot, personne n'aurait rien dit. Mais il y a une petite coupe quand même dans l'extrait que vous avez diffusé, parce que ce qu'il dit aussi, c'est, il le dit, il a mal à son pays, il trouve que la situation de la France est catastrophique, et ça fait peut-être écho à ce que vous dites dans votre livre sur la justice aussi en France, que les Français ne supportent plus la justice française. Il y a un certain nombre de sujets aujourd'hui qui sont tabous, dont on ne peut pas parler et qui sont interdits. Et donc les Français n'en peuvent plus. Et donc je ne crois pas que ce soit un tabou de dire qu'on vote Marine Le Pen. Le problème, c'est que dans son intervention, je crois que ce qu'il dit
ne correspond pas du tout à ce que Marine Le Pen va proposer, parce que Marine Le Pen, et c'est aussi peut-être pour ça que aujourd'hui les gens disent moins qu'ils votent Marine Le Pen que Éric Zemmour, parce qu'en fait aujourd'hui Marine Le Pen ne propose rien, elle ne fait que surfer sur des peurs, elle ne propose strictement rien pour les classes populaires. Éric Zemmour, il a un nouveau discours, il a un nouveau discours et effectivement il pose de nouveaux sujets. Discours, celui du père de Marine Le Pen, c'est ça? Non mais en tout cas, il pose des sujets sur la table. Il pose des sujets sur la table qui ont été ignorés jusque-là. Et donc je crois qu'on doit avoir la possibilité de débattre de tout. Aujourd'hui, il y a un politiquement correct. On n'a plus le droit de parler de rien. Donc si on n'a plus le droit de parler de rien, les Français se recroquevillent sur eux. Et donc effectivement, ils choisissent le vote contestataire. Et effectivement, ne veulent pas dire qu'ils votent Marine Le Pen. Je crois qu'au contraire, on doit susciter le débat. On doit pouvoir parler de tout. On aura le débat autour de Miss France et des féministes. Voilà. Ça fait partie de ces sujets-là qu'on ne peut plus aborder. Les Français en souffrent sur les territoires. Quand on parle avec les gens, ils voient ce qui se passe au plus profond du pays. Et c'est ça que les responsables politiques doivent comprendre. Il faut que ça reflète leur vécu du terrain. Alors, évidemment, c'est bien triste qu'on soit amené à en parler de ce qu'a dit Philippe Chevalier, parce qu'effectivement, dans le landerneau politico-médiatique parisien, c'est mal de voter Marine Le Pen, et c'est encore plus mal de le dire. Et je pense qu'il y a une conviction très ancrée dans les élites de notre pays que c'est pas bien de voter très à droite, c'est clair. C'est quelque chose. Voilà. C'est polémique, mais voter très à gauche, ça c'est admis. Qu'est-ce qu'il fait, Chevalier? Il est à la fois courageux et en même temps, il est un peu honteux de ce qu'il dit. C'est-à-dire que, quelque part, il a une mauvaise conscience par le fait qu'il est obligé d'ajouter « ma femme est sénégalaise ». Voilà. Mais vous vous rendez compte, vous dites qu'il est courageux. On en est à dire aujourd'hui que c'est courageux. Je tiens à préciser... Il y a le précédent, Jean Roucas. Oui, Jean Roucas et de la personne, et Franck de la personne. Oui, Franck de la personne, Jean Roucas, dès qu'il est allé à un meeting, il était allé, je crois, à un meeting de Marine Le Pen, il a sauté immédiatement, il a perdu toutes ses activités. Faudel a soutenu Nicolas Sarkozy. C'est pareil, Faudel a soutenu Nicolas Sarkozy et il l'a payé très cher en termes d'invitation sur des plateaux de télé, etc. Donc c'est pas que l'extrême droite. Mais moi je voudrais quand même. Si, c'est que l'extrême droite. L'extrême gauche, ça passe tout seul. Et la gauche peut faire une fusion de liste avec l'extrême gauche, absolument aucun problème en France. Ce n'est pas l'extrême droite. Ah bah non, bien sûr que non, c'est pas la question. Mais aujourd'hui, c'est pas que le fait d'être d'extrême droite, c'est le fait aussi d'être de droite qui peut poser problème. Exactement. Et donc, si vous voulez, c'est ça qui est quand même dramatique. D'avoir des convictions fortes. Je pense que en même temps. Je pense que le problème, il est aujourd'hui un petit peu différent dans le passé. C'est pas vrai qu'on peut plus rien dire. Moi, je constate que la parole s'est libérée. Quand j'entends ce que raconte notre ami Éric Zemmour, c'est quand même assez prodigieux. Il y a 2 ans, c'était impossible. Il y a le grand remplacement, c'est devenu un terme que tout le monde utilise partout. Il y a effectivement, et ce qui explique un petit peu la panique de cette gauche sociétale, des beaux quartiers, les bobos, etc. Ils sont un peu terrorisés et paniqués. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils en rajoutent à France Inter, par exemple. Donc il y a un vrai problème. Concernant le fait d'afficher ses opinions, on dit extrême droite pour Marine Le Pen, je veux bien. Le problème, c'est que pour les artistes, les intellectuels, etc., c'est l'aller simple vers la mort sociale. Et éventuellement professionnel, effectivement. Donc c'est quelque chose de très difficile. Et je pense qu'il y a un problème de volonté de diabolisation qui est encore présent, et deuxièmement, dans les couches qui ont de l'influence, et deuxièmement, il y a également un problème social, parce que, effectivement, c'est plus facile de stigmatiser le vote Marine Le Pen que cette sympathie dont semble bénéficier, y compris dans les médias, parce qu'il est absolument partout. Éric Zemmour dit « je suis censuré sur CNews », et hop, là, ça a été un déchaînement total. Non, je veux dire, là, on peut pas dire qu'il y a une contrainte de la parole. Mais Marine Le Pen, il y a un aspect qui est tout à fait indiscutable. Elle a une fonction tribunicienne et les couches qui la soutiennent sont les couches populaires. Et là, le mépris social joue à fond. Regardez, quand ils ont, aux élections locales, quand ils ont présenté des candidats, ils faisaient des photos, ils n'avaient pas beaucoup de moyens, etc. Mais le mépris qui se répandait sur eux, etc., c'était tout à fait extraordinaire. Je pense que aujourd'hui, il y a un interdit. Et même
si vous êtes candidat à une élection pour le Front National en province, à une cantonale... Rassemblement national. Oui, pardon, Rassemblement national, vous faites virer de votre boulot. Oui, mais je suis pas d'accord avec ce que vous dites. Si, il y a un interdit aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le fait de faire monter Éric Zemmour, c'est assurer la réélection d'Emmanuel Macron. Ah, ça, je suis bien et d'accord. ça, c'est un jeu des médias, aujourd'hui, clairement. Et les médias... Je suis bien d'accord. Pas sur cette Vous antenne, croyez, peut-être. oui, oui. Non, Mais moi, je suis les pas médias, d'accord avec France... ça. Ah bah si, Non. les médias, sur C'est- France non, Inter, dans la plupart non. du temps, font monter l'extrême On gauche. disait la même chose pour Marine Le Pen. Non, Eh ben, je suis pas d'accord. Mitterrand a joué avec le Front National. Emmanuel Macron fait la même chose. Non. Emmanuel Macron est un héritier de François Mitterrand. Il fait exactement la même chose. Il a travaillé avec François Hollande. Il est dans cette continuité. Il veut assurer sa réélection. Et donc, on fait monter le Front National, on fait monter la contestation et on fait croire aux Français que la droite, quand on a des convictions chevillées au corps à droite, on n'existe pas. Le jeu aujourd'hui, c'est de faire croire que les Républicains sont dans une situation si terrifiante qu'on ne sera même pas présent. Or, on remarque... Enfin, Madame Brun, je suis désolé, c'est pas Macron. Non, c'est pas la vérité, C'est pas parce Macron que qui a décidé. on a 5 candidats. On a un débat interne aujourd'hui pour sélectionner un candidat, avoir un candidat à la présidentielle. On a un débat, on a le choix aujourd'hui pour désigner un candidat à la présidentielle. On a des propositions, on a des parlementaires. Mais on a là, un vous êtes en travail train sur de le dire, fond. si on n'y arrive pas, ce sera de la faute des médias qui ont mis. Ah qui non, ont pas fait du tout, monter je dis pas Zemmour. ça. Je dis que les médias, aujourd'hui, dans la plus grande globalité, font monter l'extrême droite pour laisser de côté la droite républicaine et d'avoir en face à face Emmanuel Macron. Vous voyez, souvenez-vous de la phrase de Michel Rocard, le complot demande infiniment de. Quand on voit que sur certaines chaînes, il y a quand même un politiquement correct et on ne doit parler que de certaines choses et pas d'autres, et que dès qu'on a le malheur de dire quelque chose, on sort la phrase du contexte et ensuite c'est haro sur la moindre. C'est le buzz, c'est le besoin. Éric Zemmour fait de l'audience. Éric Zemmour Concernant Zemmour, moi je crois pas au complot. Je pense que. J'ai pas prononcé le mot de complot. Non, mais vous dites que les médias font monter. Je pense que je dis que Zemmour roule à son corps défendant, peut-être. Hein. Je pense qu'il y a du calcul aussi parce qu'il joue autre chose. Mais toujours est-il que les médias ont besoin d'un storytelling, ont besoin d'un récit sur les élections. Ils ont besoin d'audience, surtout. Voilà. Et donc, on sert Zemmour parce que Zemmour qui monte, Zemmour qui est au bord à bord avec Marine Le Pen, etc. Les médias adorent ce discours, adorent pouvoir raconter une histoire. Donc, mais en revanche, que Macron en profite, parce que, soyons clairs, si Éric Zemmour est au deuxième tour, vu les écarts qu'il y a maintenant, on ne sait jamais, la valeur du ticket va être abaissée. S'il est au deuxième tour, il va être écrasé. C'est-à-dire que et d'ailleurs les sondages plus sérieux, ceux de notre ami Frédéric Dabi, le montrent. C'est donc toute la stratégie. Donc, beaucoup plus facilement que Marine Le Pen. Marine Le Pen était annoncée 43, 44. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Lui est à 38. On a un peu dévié de notre sujet, mais on va y revenir dans un instant avec vous. 0826 300 300 si vous voulez réagir. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Nous parlions donc de ce courage, je mets des guillemets, de Philippe Chevalier du duo Chevalier-Las Palais, qui a annoncé vouloir voter Marine Le Pen. Il dit: pour l'instant, je mettrai mon bulletin chez Marine. Je trouve qu'elle a une base populaire. Je ne dis pas ça par démagogie. Je trouve qu'il y a des gens qui souffrent. Je n'aime pas le transhumanisme. Je n'aime pas l'intelligence artificielle. J'aime ce qu'appelle Philippe de Villiers le travail du cœur et de la main. Je trouve qu'on est en train de se déliter. Voilà ce qu'il a dit très exactement. Et après, on est parti, on a un petit peu dévié sur les différents candidats à la présidentielle. Michel Taube, vous vouliez répondre à ce que disait Anne-Laure Blin juste avant? Non, mais moi je pense que Philippe Chevalier, pour le moment, il vote Marine Le Pen, mais que dans quelques mois, il votera Éric Zemmour. Non, les Républicains. Les Républicains, non, mais justement, c'était Madame Blas, je voulais vous répondre, c'est que c'est quand même pas Emmanuel Macron qui a décidé que les Républicains attendraient 3 plombes pour se choisir un champion. On l'aura, votre candidat. Oui, mais vous l'aurez beaucoup trop tard. Mais 4 décembre, après, il y a les fêtes de fin d'année et vous allez reprendre. Vous allez commencer votre campagne le 15 janvier. Donc voilà. Donc non, moi ce que je trouve regrettable, c'est que Chevalier associe à Marine Le Pen la base populaire de nos... Ça me gêne. Ça, je trouve ça triste. Oui, c'est-à-dire qu'on associe le peuple de France à l'extrême droite. Moi, je trouve ça vraiment, c'est un constat d'échec terrible pour tous nos gouvernants depuis des décennies. Ça, je trouve ça très triste. Mais après, il a le droit de défendre ses idées et de ne pas se faire taper dessus. Las Palais. Oui.
Ah, c'est un duo. C'est un duo, donc, mais voté pour Marine Le Pen. Ensemble. Non, ils sont plus ensemble, ils sont chacun au théâtre. Oui, mais quand même, ça reste dans les esprits, c'est un duo. C'est absolument. Donc peut-être la Spalès va voter pour Macron. Valérie, juste pour dire un tout petit mot sur les arguments qui le fait voter aujourd'hui Marine Le Pen. Quand il dit « je suis contre le transhumanisme », mais je suis désolée, le Front National, Marine Le Pen, ils ne font strictement rien. Oui, pardon, le Rassemblement National. Ils ne font strictement rien contre le transhumanisme. Bon. Et quand il s'agit de débattre de ces questions à l'Assemblée, je suis désolée, mais si, c'est les Républicains. Et c'est là où il y a un vrai débat, un vrai faux semblant. Aujourd'hui, l'opposition au gouvernement, c'est les Républicains. Et c'est nous qui travaillons, et notamment sur ces choses-là. On a des convictions et des convictions très fortes. Les Républicains, c'est formidable. Monsieur François-Xavier Bellamy, annoncé à 15% dans les sondages, se retrouve à 8% parce que la bourgeoisie vous lâche. Ok, je veux bien. Hein. Il y a beaucoup de classes populaires qui votent pour les Républicains. Oui, qui votent, c'est tout à fait exact. Non, qui votent encore. 38% de voix ou 36% de voix à la présidentielle 2017. 4 députés. Moi, je veux bien, c'est pas démocratique. Je suis tout à fait désolé. Non. Donc, vous parlez du débat à l'Assemblée. Ils ont quel pouvoir? Attendez, non, ce que je veux dire, ce que je veux dire simplement, là, je veux dire, on n'est pas en train de faire un débat politique sur savoir si c'est Zemmour qui sera président ou si c'est Xavier Bertrand. Non, on est en train de discuter du fait de savoir s'il est possible dans ce pays de dire je vote pour un parti qui, je répète, a fait presque 40% des voix en 2017. Faisait entre 20 et 28 en fonction des différents scrutins et qui a subi des défaites aux intermédiaires, aux élections intermédiaires parce qu'il y a une abstention massive qui est une tragédie démocratique pour notre pays. Donc il n'y a pas lieu de sorte. Non, on ne doit pas tirer des conclusions de ces scrutins. Ces scrutins ne sont pas légitimes parce qu'il n'y a pas de quorum, faute de participation. C'est grave de dire ça. Ils sont légitimes. Non, la légitimité... Non, ce que je veux dire... La maire de Strasbourg qui a été élue avec 15 000 voix d'une grande métropole européenne humaniste et attachée à un rayonnement de Strasbourg, c'est pas sérieux. Pour moi, elle n'est pas totalement légitime. Dans toutes les élections... Dans ce cas, vous ne reconnaissez aucun élu de la ville. Il n'y a jamais eu 100% de participation. C'est gravissime de dire ça. Il y a peut-être une augmentation de l'abstention, c'est effectivement au pouvoir politique. Dans toutes les élections, partout, il y a des quorums, y compris les élections intermédiaires françaises. Et alors, vous voulez le vote obligatoire, alors? Non, je dis qu'on a un problème. Je n'ai pas les solutions immédiates. Il y a un problème qui est dramatique pour ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, d'ailleurs, parce que c'est de leur faute, y compris la vôtre, d'ailleurs. Non, je suis désolée, c'est pas la mienne. Allez, on va pas... Non, dites pas ça. Moi, je suis depuis un an, c'est justement parce qu'il y a des gros problèmes. Il faut s'engager en politique. C'est très important, Madame Brun, je suis désolé. Emmanuel Macron, qui a la responsabilité historique avec Édouard Philippe, que tout le monde en sens comme étant un homme extraordinaire, sympathique, etc. Le 14 mars 2020, lorsqu'ils disent on maintient on demande à tous les restos. Avec vous, mais je suis la première des opposantes à Emmanuel Macron. Non, Madame Brun, parce que parce que Macron a dit, et je l'ai vérifié, la plupart des élus de droite voulaient maintenir les élections municipales. Mais vous savez très bien comment ça s'est passé. On va pas faire l'élection. Macron, ils sont en même temps en permanence. Je voudrais faire ma proposition juridique. Alors faites une proposition puis on changera de sujet. Là, on essaye de mettre effectivement un cordon autour du vote Rassemblement National. Je vote pas Rassemblement National, je suis très clair. Mais il y a aujourd'hui cette espèce de discrimination permanente. Il y a des articles dans le Code pénal. L'article 225-1 du Code pénal. Quelqu'un qui est licencié parce qu'il est candidat à une élection cantonale pour le Rassemblement National, eh bien, son employeur doit être déféré en correctionnel. Et je dirais que les annulations de... une discrimination politique, oui, c'est interdit. Les annulations de spectacles, etc., pour ces intellectuels, pour ces couches qui se déterminent, doivent faire l'objet des mêmes sanctions. Ça suffit. Je veux dire... Georgi Kuzmanovic, qui est déjà venu ici, il est candidat à la présidence de la République pour son parti, qui est République souveraine. Eh bien, il est foutu dehors de son boulot à cause de ça. Mais oui. Mais oui, ces jours-ci, on l'a appris sous des prétextes divers, c'est à cause de cette candidature. Donc c'est un interdit politique qui lui est infligé. Donc, il y a des habitudes qui sont des habitudes, de mauvaises habitudes. Il va falloir plaider qu'il passe plus de temps à la télé, etc. Enfin, on peut trouver, ils trouveront bien. Oui, allez, on change de sujet.
Vous connaissez pas le générique? Miss France. Oh, vous avez dû regarder quand même. Me comparer à Laurent Geoffrin, qui ne le connaît pas non plus, c'est d'une tragédie personnelle. Je vous l'ai dit hors antenne ce matin. J'avais allumé la télé, j'ai vu effectivement Laurent Geoffrin chez Pascal Praud, qui ne connaissait pas le générique, en disant qu'il n'avait jamais vu Miss France. Vous non plus? Jamais. L'émission, non, je la regarde pas. Je vois les photos, les interviews après, peut-être, à l'occasion comme ça, mais non. Donc l'actualité, c'est que l'association Oser le féminisme, ainsi que 3 femmes qui ont affirmé avoir dû renoncer à ce concours, ont décidé d'attaquer en justice la célèbre émission qui est diffusée tous les ans par TF1, puisqu'elles doivent mesurer au moins 1m70, être célibataires, représentatives de la beauté, des critères de recrutement des candidates qui sont jugés discriminatoires. Et donc, c'est un concours sexiste qui viole le droit du travail. C'est ce qu'affirme cette association. Donc, ce sera porté devant le Conseil des prud'hommes de Bobigny. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est... Tiens, Jeannie, on va commencer avec vous, Jeannie Leroy. Madame de Fontenay va se retrouver mise en examen. C'est quand même un peu embêtant, vous voyez. Non, parce que ce n'est plus elle qui organise. Elle est l'instigatrice. Mais oui, ça a changé. C'est une procédure pénale. Maintenant, c'est Sylvie Tellier. Ah bon, d'accord. C'est Alexia Laroche-Joubert. Oui, c'est Alexia Laroche-Joubert. C'est en démol. Vous trouvez ça sexiste ou pas? Oui, mais enfin, on sent un peu venir Miss Trans derrière tout ça. Oui, ça serait peut-être mieux. Elle dirait rien à ce moment-là. Mais sexiste, non. Enfin, par définition, ça l'est un peu. Oui, mais est-ce que c'est discriminant de devoir être belle pour postuler à Miss France? Sincèrement, moi, ça me gêne parler de ce sujet parce qu'en fait, qu'est-ce qu'elle cherche? Juste le buzz. Voilà. Elle cherche qu'on parle d'elle. Alors, le féminisme, est-ce que c'est vraiment s'occuper de ce sujet microscopique? Sincèrement, Miss France existe depuis des années. C'est un concours de beauté. Ah, grosse découverte avec Oser le féminisme. Oui, c'est un concours de beauté avec des critères. Bah oui, comme tout concours, en fait, il y a un concours avec des critères. Donc vous devez remplir des critères pour pouvoir participer ou pas à un concours. Ce qui est très gênant dans ces prises de position, c'est qu'en fait, voilà, encore une fois, c'est un effet de buzz. On s'attaque à une grosse organisation de concours, Miss France, mais on va pas s'attaquer à d'autres, parce qu'il existe le concours de Miss Mamie. Aussi, et je vais même vous faire une confidence, il existe même des concours de Miss agricole. Oui. Alors, est-ce que parce qu'on doit être agriculteur pour faire participer au concours, c'est discriminatoire? Oui, parce que le libraire ou le boulanger du coin peut pas participer au concours de Miss agricole. Alors voilà, soyons un peu sérieux. Je pense qu'en vérité, si on veut défendre la cause des femmes, il y a des sujets, des vrais sujets. Et ces féministes, ces 3 féministes peut-être, ne se sont, et en tout cas on n'a jamais entendu des féministes parler des grands sujets qui touchent les femmes. Est-ce qu'on les a entendus, ces féministes, quand il y a eu l'affaire Mila? Est-ce qu'on les a entendus? Non, on les a pas entendus. Elles se sont largement moins exprimées. Est-ce qu'on les entend sur le voilement des fillettes? L'obligation de voiler les femmes, l'interdiction pour certaines femmes de s'exprimer, d'accéder à des endroits publics. On les entend tourner la parole. Alors, oui, quelle est la féministe qui est derrière cette opération? C'est Madame Caroline de Haas. Madame Caroline de Haas, chacun sait ce qu'elle fait, mais ce qu'on sait peut-être moins, c'est qu'elle en vit. Elle en vit grassement. Elle se fait payer par des entreprises pour chasser le sexisme dans les dites entreprises avec des méthodes scandaleuses. Il y a eu un scandale au Conservatoire de Paris, etc. Elle est un peu en difficulté, donc elle relance son buzz. Vous avez entièrement raison. Elle relance son buzz. Et elle relance son buzz en disant quoi? En disant, les gens qui participent à ce concours sont finalement embauchés par l'entreprise. C'est du travail dissimulé. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors moi, je vais me présenter au concours, vous savez, de Monsieur Deltoïde, ou je sais pas quoi, les concours là de gars qui ont plein de muscles, les culturistes, voilà, des culturistes. Et je vais dire, mais c'est scandaleux parce que les doués sont considérés comme n'étant pas compatibles avec le règlement du concours des barbus, parce que vous savez, il y a des concours pour les plus belles barbes. Vous pourriez concourir aussi. Absolument. Non, mais vous en pensez quoi, vous, je veux dire, ça tient pas debout. Ça tient pas debout. Moi, dans mon journal Opinion Internationale, j'ai une rubrique à laquelle je tiens beaucoup qui s'appelle « Sois belle et ouvre-la ». Et c'est une rubrique qui est beaucoup appréciée, notamment par toutes les femmes qui m'en parlent, sauf les féministes. Parce que les féministes considèrent qu'on n'a fondamentalement pas le droit, on n'a plus le droit de parler du corps des femmes. En fait, le fait de parler, d'associer à la femme un critère physique qui est la beauté,
eh ben on n'a plus le droit. C'est mal. Et vous vous faites attaquer. Un vrai débat sur le et je fond, leur réponds d'ailleurs que soit belle ou voilà la marque, parce que vraiment je l'ai déposé, je l'ai imaginé lorsque je présidais Ensemble contre la peine de mort. Parce qu'en 2003, il y avait un concours monde de Miss Monde au Nigeria. Et à l'époque, vous aviez des organisations qui demandaient la peine de mort contre les Miss qui allaient défiler au Nigeria. Et j'ai contacté Geneviève de Fontenay avec Élodie Gossuin, Sylvie Tellier à l'époque, et elles ont toutes posé contre la peine de mort dans le monde. Et c'est à l'époque qu'on avait fait un slogan « Sois belle et ouvre-la ». Alors en plus, ces féministes ont une représentation, une image de ces jolies femmes complètement hallucinante, parce qu'en plus on peut être belle et intelligente, s'exprimer sur l'actualité, etc. Donc, là ça passe par l'accusation de travail dissimulé, c'est-à-dire qu'elles font un travail, elles font un show, et elles ne sont pas payées. Alors c'est pas Caroline de Haas, c'est Claire Serre qui en est la présidente. Voilà. Alors peut-être qu'elle participe. Alors Madame Blas, est-ce que vous connaissez Lynn Carvalho? Bon, c'est la Miss Maine-et-Loire qui va concourir en décembre au show de TF1. Donc voilà, il faut que vous la souteniez. Allez, on marque une pause, on se retrouve dans un petit instant avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. On dit qu'il ira pas. Avec vous sur Sud. Il dit ça s'arrêtera. Régis nous commente l'actualité à sa manière pendant la pub. C'est incroyable. Voilà, mais c'est encore accusé. Oui, et on parlait encore d'Éric Zemmour. Forcé de constater. Passe sanitaire jusqu'à l'été, c'est une possibilité. Les députés se penchent ce soir sur un 10e texte consacré à la crise sanitaire depuis mars 2020, avec à la clé la prolongation possible de ce passe sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022. Alors évidemment, ça vous a pas échappé qu'au milieu, il y a le mois, il se passe un petit quelque chose, la présidentielle, les législatives, évidemment, l'opposition est vent debout. Gérard Larcher a d'ores et déjà annoncé qu'il ne donnerait pas de blanc-seing à l'exécutif pendant une période aussi longue. Donc est-ce que c'est un outil politique qui veut... Moi, je voudrais demander à Michel Taube, puisque nous avons une députée de la République à cette table, quand auront lieu les vacances parlementaires pour les élections présidentielles? Jusqu'à quand? On siège jusqu'en février, mais on est député jusqu'au mois de juin. Voilà, mais je ne comprends pas pourquoi, effectivement, s'il y a nécessité de prolonger la possibilité du pass sanitaire, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que normalement le 15 novembre, c'est la fin du pass sanitaire. Mais au moins, ils auraient pu dire, on se donne jusqu'au dernier jour de la session parlementaire et on revotera fin février si la situation l'exige. C'est de l'abus de pouvoir, c'est clair, c'est de l'excès de pouvoir de la part du gouvernement et c'est totalement excessif. Vous êtes sur la même ligne. J'aborde le débat de ce soir avec le même état d'esprit, c'est-à-dire que il a été voté. Il faut se rappeler quand même des conditions du vote. Le pass sanitaire a été adopté dans la nuit, en plein milieu du mois de juillet. On a siégé jusqu'à 6h du matin pour que le gouvernement fasse passer son pass sanitaire. Et dans ce texte, il était effectivement prévu qu'au 15 novembre, il n'y ait plus de pass sanitaire. Et qu'est-ce qu'on voit dans le texte qui nous est présenté par le gouvernement? C'est que la date du 15 novembre n'existe plus. Donc on ne sait pas ce qui se passe après cette date du 15 novembre. Est-ce qu'il existe encore le pass sanitaire ou pas? Mais surtout, ça proroge. Alors le gouvernement nous dit les possibilités d'activer le pass sanitaire jusqu'au 31 juillet. Alors là où je vous rejoins, je suis désolée, moi je ne donnerai pas, et je suis sur la même position que Gérard Larcher, je ne donnerai pas en tant que député de la République et de la Nation un blanc-seing au gouvernement, parce que clairement il s'est isolé pendant toute la gestion de la crise, tout seul. Ils ont tout fait tout seul, en comité très restreint autour d'Emmanuel Macron. Là, ce qu'il demande au Parlement, c'est clairement de lui donner les clés jusqu'au l'été, donc après la présidentielle, après les élections législatives, pour pouvoir faire exactement ce qu'il veut pendant toute cette période de la campagne présidentielle. Eh bien pour nous, pour la majeure partie des Républicains, ce sera le cas. Nous dirons non à cette demande du gouvernement, parce qu'il n'y a aucune raison de se priver d'un contrôle parlementaire. Et c'est fondamental dans une démocratie. Si le gouvernement peut faire tout seul, dans ce cas, on n'a plus besoin de députés. Et donc, on n'est plus dans une république, on n'est plus dans une démocratie, on est dans une dictature. Vous n'êtes pas de l'avis
de ce bon Stanislas Guérini qui dit que c'est un instrument de liberté, le pass sanitaire. Ah ben on peut en parler aussi. Moi, sur le fond. Je l'ai entendu, c'est hallucinant. Non, mais un instrument de liberté. Toujours, un instrument de liberté. Non, mais un instrument de liberté qui nous empêche de faire augmenter l'épidémie. On voit bien qu'aujourd'hui on a le pass sanitaire et on entend possiblement une 5e vague. Non, mais donc, comme quoi c'est pas un gage d'efficacité. C'était un outil pour obliger la vaccination. Mais exactement. Et qui a marché. Pas tout à fait. On parle beaucoup du pass, mais on parle de moins en moins de sanitaire. C'est-à-dire que c'est très flou. Dans un premier moment, tous les jours, tous les soirs, on venait nous annoncer le nombre de morts, etc. On était vraiment tenus au courant au millimètre près. Et maintenant, il y a une espèce de flou, une communication, on ne sait pas très bien où on est le virus, où on est la maladie. On nous parle du pass sanitaire sans cesse. Et la recherche mais le sanitaire, qu'est-ce qu'il en est ? Qu'est-ce qu'il en est ? Vous êtes, s'il y a quelqu'un qui est au courant autour de la table. Je pose la question parce que je suis moins proche que vous de cette vie politique. À quoi joue ce pouvoir ? Je parle de Guérini, qui est le porte-parole de l'REM, qui vient dans une espèce de flash totalitaire. On dit il nous faut maintenant définitivement le pass sanitaire pour tout le monde, toute la vie. Mais c'est exactement. Mais je ne vous cache pas qu'en tant que parlementaire, en tant que député, je n'ai même pas les réponses. Je n'ai même pas les réponses. Je discutais hier avec les gens. Quelle est l'argumentation ? Pourquoi le 31 juillet ? Je vous pose la question. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi le 31 juillet. On lui posera la question ce soir. On ne sait pas pourquoi le 31 juillet. On ne sait pas. On ne connaît pas clairement les chiffres, la situation, les cas et la recherche. Moi, par rapport à la recherche, est-ce qu'on arrive à avoir des traitements aujourd'hui qui avancent, une recherche en France sur comment guérir du Covid ? Est-ce qu'il n'y aurait pas la volonté de mettre la 3e dose. C'est plusieurs choses, oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas cette volonté de mettre la 3e dose ? Vraisemblablement, je pense qu'elle va être intégrée dedans, bien sûr. Massivement, il va falloir qu'il y ait 50 millions de personnes qui aillent se faire la 3e dose. Pour l'instant, ça ne concerne que les plus de 65 ans. Oui, mais attendez, parti comme ça, moi, ça ne me gêne pas, je veux me la faire. Mais faut quand même reconnaître que le 12 juillet, lorsque le président de la République a annoncé le pass sanitaire, en 4, 5, 6 semaines, vous avez eu un bond considérable du nombre de vaccinations en France. Il faut quand même rappeler ça. Et il faut quand même rappeler aussi qu'on est toujours très en retard en France. Il y a toujours 5-10% des personnes les plus âgées, des personnes les plus vulnérables qui ne sont toujours pas vaccinées. Et donc, c'est vrai, il y a aussi un contexte général qui explique. Mais ils ne seront pas vaccinés, ceci dit, ça ne doit pas empêcher le gouvernement de se soumettre au contrôle parlementaire. Et je pense qu'ils auraient pu confier à une commission permanente le soin tous les 3 mois de revisiter la date éventuelle et pas se donner un an. Quel est l'objectif de ce pass sanitaire ? La vérité du pass sanitaire, en fait, c'est pas une question sanitaire. Non. Oui, bien sûr, il y a eu une augmentation de la vaccination et c'est heureux, les gens sont fait vacciner. Sauf que c'est un faux débat, puisque vous restreignez les libertés sans, par ailleurs, aller vers l'obligation vaccinale. Pourquoi ? Parce que le gouvernement ne veut pas endosser la responsabilité d'imposer la vaccination. Moi, je suis défavorable à l'obligation vaccinale, en tout état de cause. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on réduit les libertés, on soumet les Français à un contrôle de santé avant de pouvoir se rendre dans un espace public. On clairement met en place des discriminations sur la santé, on met en place des contrôles entre les uns, entre les autres. Ce sont quand même les serveurs des restaurants qui doivent contrôler l'accès ou pas possible des Français à une terrasse, à un extérieur. Et oui, quand on est exactement où on en est de cette pandémie, où on en est. Où on en est. C'est pas très bien. On a des chiffres, mais ça aussi. On a des chiffres, on voit qu'il y a eu une baisse des cas et des cas et des hospitalisations. Et là, ça repart légèrement à la hausse. Alors, est-ce que le pass sanitaire est fait pour justement maintenir une possibilité de réactiver un peu l'ensemble des choses ? Le problème du pass sanitaire n'est pas un gage d'efficacité, encore une fois, de l'éradication du virus. Et là moi aussi, je suis scandalisée, c'est que... Si, puisque ce qu'évoquait... Pas tout à fait. Non, parce que vous n'empêchez pas avec la vaccination les contaminations et vous voyez bien que l'augmentation des cas qui augmentent. Les cas graves. Alors moi j'aimerais tenter de répondre à la question de Valérie, pourquoi ils veulent prolonger de presque un an, enfin jusqu'à juillet de l'année prochaine. C'est parce qu'effectivement je pense la solution, dans leur esprit, il va falloir que tous les 6 mois on se révaccine une nouvelle fois. Et qu'ils vont certainement dire, puisque finalement avoir le pass sanitaire, c'est la preuve qu'on est vacciné. D'accord ? Donc la vaccination, aujourd'hui, ça va devenir, enfin demain, ça va devenir tous les 6 mois
une piqûre de rappel. Je pense que c'est ça qu'ils ont en tête. Ouais. Et donc mais qu'ils le disent alors, parce qu'on ne peut pas voter, on peut pas voter sans savoir. Je ne vois pas d'autres raisons possibles, parce qu'effectivement, pourquoi le 31 juillet? Sinon de se dire, il va falloir faire au moins 2 doses de rappel dans le temps, d'ici juillet, et donc c'est cela qui va conditionner la détention du pass sanitaire. Sinon, je ne comprends pas comment, sinon c'est du pur excès de pouvoir, ce qui est possible aussi. Hein, malheureusement, je pense qu'on se dirige vers ça. On a souvent eu des illustrations. Il a quand même, cette fameuse semaine du 12 mars 2020, imaginé, c'était un article bien informé du JDD qui le disait, de recourir à l'article 16 de la Constitution pour gérer la crise sanitaire. C'est quand même hallucinant. Donc ça pourrait aussi être de l'excès de pouvoir. Sinon, à mon avis, c'est la piqûre de rappel, la dose de rappel. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les 4 pour ces débats passionnants. On se retrouve demain pour d'autres débats. Dans un instant, André Berkoff. À demain. Sud Radio.